Europe 1. Il est 8h moins le quart. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Jérôme Truc, sociologue, chargé de recherche au CNRS, spécialiste des réactions aux attentats. Il y a donc une nouvelle tentative d'attentat sur les Champs-Élysées. Hier après-midi, encore une, et cette impression que ça ne s'arrête et ça ne s'arrêtera jamais. Bonjour Jérôme Truc. Bonjour. Peut-on s'habituer ? S'habituer à ce genre de nouvelles, oui, vraisemblablement, mais il faut bien voir la différence entre là, ce dont vous parlez, une tentative d'attentat, et puis par ailleurs des choses qu'on a pu connaître récemment, des attentats de masse. C'est pas la même chose. Et selon la position qu'on a par rapport à ces événements, la question de s'habitue-t-on ou pas et peut-on s'habituer n'est pas la même. Je faisais des entretiens avec des policiers il y a pas très longtemps. Eux me disaient que pour eux, tous les attentats à rater ont virtuellement lieu. Pour eux, toutes les tentatives d'attentats, qu'on en parle dans les médias ou pas, ont virtuellement lieu. Et donc, eux s'habituent, mais c'est très dur à vivre pour eux. Parce qu'à chaque fois, on a la même réaction. On se dit, oh là là, ça recommence, ça rallume les mêmes petites lumières en nous. Mais en même temps, quand on parle d'attentats comme celui-là, une tentative d'attentat une fois encore, ou précédemment, il y a quelques jours, sur le parvis de Notre-Dame, ces nouvelles-là passent très rapidement pour des gens qui ne vont pas régulièrement sur les Champs-Élysées, qui vont pas sur Notre-Dame, c'est une nouvelle comme une autre en fait. Mais est-ce que ça n'infuse pas dans nos esprits quelque chose de terrorisant pour le coup et une peur omniprésente ? Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà connu par le passé aussi, dans les années 90, dans les années 80, on a pour le coup une connaissance en France des vagues d'attentats. Le plan Vigipirate qu'on n'a jamais revu, qui existe, il existe parce que dans les années 90, on avait ça régulièrement, donc on s'habitue à vivre avec cette menace. C'est pas la même chose qu'on s'habitue à vivre avec des attentats de masse qui se répéteraient comme on l'a connu en janvier, en novembre, en juillet 2016 avec Nice. On dit souvent comme une réponse, comme si c'était notre arme à nous, on ne va pas changer notre mode de vie, mais ça c'est pas vrai, on le change notre mode de vie, non ? Oui, mais on le change pour ça comme pour d'autres choses, ils changent incidemment. Enfin, les gens vous disent en même temps que voilà, on continue à aller faire des courses au supermarché, on continue à vivre, on continue. On prend le train, mais on y pense. On y pense. Quand nos enfants sortent et qu'on n'arrive pas à les joindre, on y pense. On y pense aussi parce que les médias nous en parlent. Et il y a un vrai débat là-dessus. Qu'on a des simples tentatives d'attentats ou des attentats qui font très peu de morts, est-ce qu'on doit les médiatiser autant que c'était des attentats de masse ? Il y a eu ce débat-là en Angleterre au moment de l'attentat de Westminster, par exemple. Ça veut dire quoi ? Que nous, médias, on a une responsabilité, on devrait jouer notre rôle de manière un peu différente ? On sait que le terrorisme prend en compte la dimension médiatique dans sa stratégie en fait. Un attentat, le propre d'un attentat, c'est de faire plus d'impact socio-psychologique qu'il n'en fait réellement matériellement. Donc il y a une réflexion, on le sait chez les journalistes. C'est intéressant. Le premier enjeu d'un attentat, c'est la communication du point de vue des terroristes ? Tout à fait. Plus que le nombre de victimes à la limite ? Oui, bien entendu. Parce que si vous tuez une personne, c'est un fait divers, c'est un crime. Mais si vous tuez une personne et que ça fait la une des journaux et que ça institue de la peur dans la société, c'est un acte qui est terroriste. Mais comment faire ? Parce qu'on en parle trop. Qu'est-ce qu'on dirait si on en parlait plus ou peu ? Mais on voit très bien le débat en fait quand à chaque fois on ne sait pas trop quelle est la qualification des faits, comme pour le parvis de Notre-Dame. Est-ce que on a vraiment affaire à un terroriste ? Est-ce qu'il était radicalisé ou pas ? Au moment où vous avez l'attentat sur le pont du London Bridge à Londres, vous avez en même temps un accident, on l'a présenté comme ça, de même nature à Times Square à New York. Et il y a eu un vrai débat à ce moment-là sur ce qui se passe à Times Square. Est-ce que c'est terroriste ou pas ? Et on a besoin, les journalistes ont besoin de le savoir très vite parce qu'ils veulent savoir du coup à quelle mesure est-ce qu'il faut le couvrir. Pour l'attentat raté aussi sur le parvis de Notre-Dame, il y a eu un vrai débat sur le fait que Libération en parlait dans une demi-page, page 19. Page 9 ou 10, voilà, exactement, tandis que BFM passait quasiment son après-midi entier là-dessus. Ce sont le plus souvent des petites attaques, et fort heureusement, si on peut dire, mais ça agit en nous comme des répliques des gros attentats qu'on a connus. On a l'impression que ça rouvre les plaies à chaque fois. Alors ça, c'est parce qu'on est dans un contexte encore où des attentats de masse ont eu lieu récemment, en fait. On sait c'est que Nice, c'est le Bataclan, pour etc. nous, c'est Nice. Nice n'a pas un an, donc on est encore avec ce souvenir-là qui est présent. Quand Nice a eu lieu, on était tout juste, on approchait des un an après, on avait passé 6 mois, si vous voulez, après le 13 novembre, et on commençait avec l'Euro de foot à penser à autre chose. Dès que vous avez un attentat de masse comme ça qui a lieu, forcément, il retient l'attention, il nous marque pendant un certain temps. Mais si vous n'avez pas d'attentat de masse pendant plus d'un an et demi, 2 ans, on passe vraiment à autre chose. Est-ce qu'il faut, Jérôme Truc, qu'on intègre une autre cause possible de mort, de disparition ? On sait qu'on risque de mourir d'une crise cardiaque, d'une maladie, d'un accident de voiture, ça s'est intégré. Est-ce qu'aujourd'hui, à cette liste, en quelque sorte, il faut ajouter, on risque de mourir d'un attentat dans nos sociétés ? Mais je pense que beaucoup de gens le savent, notamment les gens qui vivent dans les grandes capitales, qui prennent les transports en commun tous les jours, et ils le savaient avant ce qui s'est passé en 2015, en 2016 dans notre pays. En fait, la difficulté de ces événements-là, mais comme les accidents de la route quand ils sont constitués en problème public, c'est qu'ils nous rappellent notre condition de mortel. On n'aime pas passer nos journées à vivre en se disant que on peut mourir, que notre femme, nos enfants peuvent mourir, qu'on peut ne pas les revoir le soir. Or, c'est la réalité. Et c'est cette difficulté-là, en fait. Ces événements nous ramènent en permanence à cette angoisse d'être des êtres mortels. Et les enfants, vous évoquez, comment on en parle ? Est-ce qu'on doit en parler ? Est-ce que ce qui s'est passé hier sur les Champs, c'est-à-dire en fait pas grand-chose, il aurait pu se passer quelque chose, mais il ne s'est pas passé grand-chose, est-ce qu'il faut leur en parler systématiquement ou est-ce qu'il faut à un moment couper la télé, couper le son, dire aux instits non, c'est pas la peine ?
Ça, si vous voulez, c'est de la responsabilité des propres parents de faire leur propre choix éducatif par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que dès lors que les enfants sont exposés à ces choses-là, s'il se trouve qu'on en parle en classe, des camarades leur en parlent en classe, ou s'ils voient les images à la télévision et qu'ils ont des questions, il est évident qu'il faut en parler avec eux et qu'il faut répondre à ces questions-là. Après, délibérément, dans une démarche qui se voudrait éducative, les confronter à ces images-là ou convoquer le débat avec eux alors que le sujet n'affleure pas leur esprit, c'est peut-être pas quelque chose à recommander. La bonne réponse, c'est quoi? C'est de réussir finalement à banaliser ces tentatives? C'est de faire comprendre que ça fait partie de notre quotidien, de notre vie, que ce sont des choses qui dans nos sociétés existent, mais qui existaient déjà. Il faut mettre les choses en perspective. Dans nos sociétés européennes, ça existait déjà au 19e siècle. Avec les attentats anarchistes, on avait la même chose, des vagues régulières d'attentats de cette nature-là, et qui faisaient la une des journaux quasiment tous les jours. Vous avez l'impression, vous, que c'est un pays qui est concerné, qui est traumatisé à chaque fois ou pas? Sociologiquement, vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose ou pas? Quand un attentat a lieu comme ça dans un pays comme le nôtre, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on a cette lecture au niveau des médias et des politiques consistant à dire que quand un attentat a lieu dans notre pays, qu'il fasse 1 ou 100 morts, tout le pays se sent concerné. Alors en fait, on se rend compte que le sentiment d'être concerné pour vraiment le sort des victimes tient à des questions de proximité géographique et sociale aussi. Quand vous avez des enfants qui sont tués à Nice, les gens qui ont eux-mêmes des enfants, qui vivent dans des villes de province, se sentent plus forcément concernés que d'autres. Quand ça a lieu à Paris, quand c'est l'attentat du 13 novembre, à Paris, dans des salles de concert, dans des cafés en terrasse, les gens qui ne sont pas habitués à aller boire des coups les vendredis soirs, qui vont pas régulièrement à des concerts et qui vivent pas à Paris, se disent bon oui, c'est encore un attentat qui a lieu en région parisienne, c'est terrible pour notre pays, mais c'est pas la même chose que quand ça a lieu dans des villes de province et que c'est un sort de fête nationale et que c'est les enfants. Merci beaucoup Jérôme Truc. Pour aller plus loin, on peut lire votre ouvrage Sidération, une sociologie des attentats. Sidération, une sociologie des attentats, publié chez PUF. Merci et bonne journée à vous. Merci.